présentation avant d'enchaîner avec la table ronde. Une dernière présentation dans cette ouverture grand public. On est très heureux du coup d'accueillir Nina Gasking qui représente en fait la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon et qui a piloté, coordonné, organisé une exposition formidable que je n'ai pas encore vue, mais j'ai hâte de voir, mais j'ai beaucoup entendu parler. Ça résonne. Voir le son autrement, et donc c'est vraiment cette expo qui va être au cœur de sa présentation. Merci beaucoup. Déjà, merci Moreno de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là dans ce bel endroit. Et oui, je suis Nina Gasking et moi je suis responsable de la médiation à la MMI pour Maison des mathématiques et de l'informatique. Alors peut-être que dans la salle tout le monde ne connaît pas la MMI. Donc avant de parler de l'expo, je propose de faire un tout petit détour de quelques secondes, quelques minutes peut-être sur la MMI. Donc la MMI, c'est un lieu qui se trouve à Lyon, qui existe depuis 2012 et c'est un lieu qui est consacré à la médiation des maths et de l'informatique, évidemment. Donc on fait énormément d'activités, on fait des expos, on fait des ateliers, on fait des conférences, on fait des spectacles, des contes mathématiques, on a organisé un festival récemment, on fait des balades mathématiques, etc. Et toutes ces actions, on le fait pour un certain public, et ce public, c'est majoritairement un public scolaire. Donc en fait, il y a des classes qui viennent tous les jours, c'est les sorties scolaires des profs de maths ou de profs d'informatique qui n'ont pas beaucoup d'endroits où ils peuvent emmener leur classe, mais du coup, on en reçoit pas mal à Lyon. Pour vous donner un petit ordre d'idée, entre les classes qui viennent à la MMI et celles que nous, on va avoir hors les murs, on est à peu près à 450 classes par an. Donc ça nous occupe beaucoup. Et on est aussi ouvert au grand public. Donc ça, c'est sur les week-ends, les vacances scolaires et les mercredis. Et là, c'est un petit peu moins gros. On est à peu près à 5000 personnes par an. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de la taille du lieu. Et c'est un lieu qui est un peu particulier parce qu'on est rattaché à l'université. On est un service de l'université de Lyon. Donc on est directement lié avec les chercheurs, les chercheuses. Alors moi, je ne suis pas chercheuse, mais par contre, j'ai énormément de mes collègues directement qui sont des chercheurs ou des chercheuses. Voilà, et moi, mon travail à la MMI, c'est principalement de faire beaucoup de choses différentes parce qu'on n'est pas beaucoup, donc on est un peu tous couteau suisse et multitâches, mais principalement, c'est de concevoir des objets, des outils de médiation. Donc moi, je préfère dire médiation. Il y a eu beaucoup le mot vulgarisation. J'ai rien contre, mais je préfère largement le mot médiation. Donc nous, on fait de la médiation. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre exposition qui, en fait, l'idée, c'est qu'on a un espace d'exposition à la MMI et on a des expositions temporaires. Alors notre notion de temporaire, elle est un peu longue puisqu'on garde les expos 2 ans. Donc c'est du temporaire un peu long, mais en fait on les garde longtemps parce que c'est nous qui les concevons et que c'est très très long. Ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de temps de concevoir une expo, donc on les garde pendant assez longtemps. Et l'exposition qu'on a actuellement s'appelle Ça résonne. Donc on l'a depuis octobre. Et je vais essayer de vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'il y a dans l'expo. Alors évidemment, il n'y a rien de plus frustrant que de parler d'une expo physique qui prend à peu près 100 mètres carrés à travers un PDF. Donc voilà, mais c'est comme ça. J'espère que ça va vous donner envie de venir à Lyon et de la voir. Mais pour vous mettre un petit peu le cadre de l'expo, on va dire ce qui nous a motivés au départ, la première chose, c'était qu'on avait envie que cette expo réponde à cette question un peu qui peut sembler toute bête, mais c'est qu'est-ce qu'un son ? Donc, il faut se rappeler que nous, on a des scolaires et du grand public. Et donc déjà, on s'est dit que si on arrivait à ce que quand les gens viennent voir l'expo, ils ressortent en sachant un petit peu plus ce que c'est qu'un son, on avait gagné. Donc les quelques contraintes qu'on avait, c'était d'abord que nous, à la MMI, on aime beaucoup faire des choses avec ce qu'on appelle des manipulations. Alors ça n'a rien à voir avec manipuler les gens, mais c'est plutôt manipuler des objets, donc faire des choses. On aime bien que les élèves ils soient acteurs
de leur visite et que ce ne soit pas une expo contemplative, principalement parce que si vous mettez une classe de 4e dans une pièce où il faut lire du texte et regarder des images, vous allez vite vous rendre compte qu'ils vont faire autre chose que ça, alors que s'ils ont des choses à faire, ils vont déjà un peu plus rentrer dans ce que vous leur proposez. Donc à la fois physique et numérique, on aime particulièrement pour l'informatique faire ce qu'on appelle de l'informatique débranchée, donc sans machine. Alors pour le son, c'était compliqué de faire des choses physiques, puisque c'était quand même bien qu'il y ait du son dans l'expo, donc au bout d'un moment, il fallait quand même un peu des machines. J'ai écrit découverte d'une notion parce que nos expos, elles sont toutes un peu différentes, et on en a où l'objectif, c'est vraiment de travailler sur un thème scientifique, et là, c'était le cas, c'était vraiment le thème du son. Donc le but, c'était que ce soit une expo qui serve un peu ce propos, c'est-à-dire qui essaie d'apporter des connaissances scientifiques sur ce sujet-là. Un fil rouge un petit peu, on va dire, scientifique qu'on avait en arrière-plan de l'expo, c'était celle des représentations du son. Alors, tout simplement, c'est juste que quand on travaille sur le son, bon, peut-être que vous le savez bien mieux que moi, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, et pourtant c'est quelque chose qui est quotidien dans nos vies. Et on s'est rendu compte que systématiquement, quand je parlais à des gens, des chercheurs de son, on parlait beaucoup de représenter le fait de regarder le son et de voir le son. Et j'aimais bien cette idée, je la trouvais très belle. Et donc on a essayé tout au long de l'expo de toujours avoir un moyen d'avoir qu'un son soit en vis-à-vis d'une certaine représentation de ce son. Donc via les exemples, vous le verrez un petit peu mieux. Et juste une dernière chose, c'est que c'était une grande contrainte que de faire une expo sur le son. J'avais déjà fait des expos avant, mais je dois avouer que soudainement, on se pose des questions existentielles sur combien de casques est-ce qu'il faut que des casques, est-ce qu'on veut des douches sonores, est-ce qu'on veut du bruit partout, en plus, pour les quelques personnes qui sont peut-être déjà venues à la MMI, on est dans un lieu qui résonne beaucoup, et bon, mais c'est comme ça, mais du coup, on avait beaucoup de contraintes et ça nous a, mais c'est très bien de travailler avec des contraintes, c'est très positif, ça nous permet de savoir qu'on ne peut pas aller dans tous les sens. Mais là, c'était une vraie contrainte, pas toujours agréable, mais c'est comme ça. Donc, je vais vous mettre un tout petit extrait avant qu'on rentre dans l'expo ce qui s'appelle un ours d'une exposition. Un ours d'une expo, c'est juste un nom pour dire les crédits. Alors d'habitude, je ne le montre pas trop, mais pas aussi formellement là. Mais donc moi, j'étais la commissaire de l'expo, donc c'est un mot qui a l'air très sérieux, mais qui veut surtout dire que c'était moi qui faisais la coordination, et qui essaie de faire en sorte que tout se passe bien. J'avais un co-commissaire scientifique qui est Olivier Druet, qui est mathématicien et qui est aussi le directeur de la MMI. Et il y avait un comité scientifique, et si je l'ai mis, c'est parce que si vous regardez, j'ai mis par ordre alphabétique, le deuxième n'est autre que Moreno. Donc je remercie Moreno pour son implication. Et il y a Charlotte Truchet aussi que j'ai vue ce matin, mais qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester, mais bon. Alors la liste continue en réalité, il y a on est vraiment beaucoup de gens, tout un village derrière une expo. Je ne vais pas faire la longue liste, mais il faut se rendre compte que c'est beaucoup de travail qui implique plein de corps de métiers différents. Mais passons à l'expo en elle-même. Alors je vais vous faire une vague visite virtuelle. Et ça commence, donc c'est une expo qui est organisée en 4 espaces. Le premier espace, c'est un espace dit d'introduction. En fait, nous, à la MMI, on fait uniquement des visites guidées. Donc c'est très confortable pour nous, ça veut dire que dès qu'il y a une classe qui vient, même le week-end, dès qu'il y a des familles, du grand public qui vient, il y aura toujours quelqu'un qui est là. C'est principalement parce qu'on croit que c'est très important de faire de la médiation humaine et de pouvoir avoir ce contact et d'échanger, de ne pas laisser les gens tout seuls face au matériel informatique, en particulier dans un lieu d'expo. Et donc on s'est permis de faire cet espace d'introduction. Là vous ne voyez pas, mais il y a plein de fauteuils où les gens peuvent s'asseoir. Et l'idée c'était de le penser un petit peu comme un lieu de discussion pour poser un peu des bases. Parce que je vous avoue que quand on a dit qu'on allait faire une expo sur le son, on s'est très vite rendu compte que si au départ on n'était pas d'accord sur ce que c'était qu'une fréquence, sur à peu près tous les stands, on allait devoir le rappeler. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait quelques éléments sur lesquels on allait tous être d'accord. Donc on utilise cet espace-là pour pour ça. Et on fait quelques expériences physiques, au sens physique de la physique, la discipline, où on peut leur montrer, on a une corde de Meld, etc. Et ça permet un peu de poser les bases et de nous adapter, puisque entre des collégiens, des lycéens,
du grand public, où on peut avoir des gens qui connaissent des choses sur le son, ou du grand public qui connaît vraiment rien du tout, eh ben, ça nous permet d'essayer de comprendre un peu à qui est-ce qu'on a affaire. Et l'idée, c'est que nos visites guidées, elles ne sont pas guidées dans le sens où les gens, on ne suit pas quelqu'un pendant toute la visite, hein, vous êtes libre d'aller voir ce que vous voulez, mais c'est plutôt accompagné, à part cette partie d'introduction. Puisqu'après, il y a 3 espaces. Le premier, bon, ils sont numérotés, mais ce n'est pas du tout un ordre, on peut visiter l'expo comme on veut. Donc, c'est l'espace Observer le son. Donc là, on a 4 stands. Je me suis rendu compte que j'avais fait une petite... j'ai écrit décomposition, je ne sais même pas comment ça se lit. je suis désolée pour ma petite faute de frappe. Oula, pourquoi je suis sortie? Ils m'ont fait sortir? Est-ce moi? Pardon? Je sais pas, j'ai peut-être fait quelque chose. Donc, observer le son, il y a 4 stands. Le premier, c'est celui que vous voyez sur la gauche, qui parle un peu des décibels. Là, le but, c'est que c'est une manipulation physique où l'objectif, c'est d'essayer de placer des petits disques comme ça, qui sont des situations, qui font penser un peu à la... Il y a certains qui sont des situations de la vie quotidienne. Il y a une cantine scolaire, mais il y a aussi les toilettes, le bruit d'une chasse d'eau des toilettes, mais il y a aussi les bruits d'un avion ou d'un TGV, des choses un petit peu plus bruyantes. Et il faut essayer de le placer sur une échelle des décibels, et ça nous permet d'essayer d'expliquer aux gens un petit peu comment ça fonctionne l'échelle des décibels, qui est une échelle particulière, puisque c'est une échelle logarithmique et qui n'est pas du tout intuitive quand on sait comment elle fonctionne. Ça nous permet un peu de commencer à aborder ce thème qui est le logarithme avec les élèves. Ensuite, le deuxième stand, donc là je vais vous les passer rapidement et j'en développerai 2, sauf si je parle pendant très longtemps, mais je vais essayer d'en développer 2 après. Donc le deuxième, c'est quelque chose de numérique où on essaie d'expliquer un peu comment est-ce qu'on peut passer de sons purs à des sons complexes. Donc le but, c'est qu'on fait écouter des sons purs et après on montre qu'on peut les additionner, qu'on obtient un son complexe, et on essaie d'expliquer qu'on peut faire l'inverse. Donc pour tout son complexe, on va pouvoir faire une somme de sons purs. Et là, ce que vous voyez, c'est cet enfant, il est en train d'essayer de retrouver le son qui est dessiné sur la gauche. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est un public très matheux quand même. Donc c'est évidemment pour parler de Fourier, mais sans jamais écrire le nom de Fourier, puisque un élève n'a pas besoin de connaître le nom de Fourier. C'est déjà bien s'il arrive à s'amuser avec. Donc là, c'est numérique, on peut évidemment écouter. Et là, vous avez vu, c'est aussi pour ça que c'était très important, les contraintes liées au son, parce que écouter des sons purs, c'est très désagréable. Et donc, c'est beaucoup mieux que ce soit dans un casque. Et surtout parce que nous, on a à l'expo pendant 2 ans, donc nous, on entend et on en a très vite marre. Donc le casque, c'est incroyable. Parce que ouais, les sons purs, c'est vraiment... C'est en haut de la liste des trucs qu'on ne veut pas écouter tous les jours, quand même. Donc après, il y a 2 autres stands. Il y en a un, c'est une borne par conduction osseuse. Vous venez poser vos coudes et ensuite on met le bas de la main au niveau de son oreille et on peut écouter. Donc là, on est un peu plus clairement dans de la physique, mais ça nous permet de parler un peu du fait que un son, il a besoin d'un milieu de propagation et que notre os fonctionne très bien. Et évidemment, c'est un peu quelque chose qui fait un effet waouh et qui marque beaucoup les élèves. Alors, pas pour des questions scientifiques, hein, juste pour des questions de savoir est-ce que si je mets 2 bras, est-ce que si je mets mon coude sur ton épaule, mais bon, au moins ils réfléchissent, ils essaient. Oui, ça c'est sûr. L'essai-erreur, ils sont en plein dedans. Et après, un 4e stand qui, je pense, c'est mon stand préféré, mais c'est très subjectif, qui est littéralement sur les représentations du son. Donc là, c'est une activité qu'on fait à 2. Et le but, c'est que je dois faire deviner à la personne... Le but du jeu, c'est de faire deviner à la personne en face de moi un son. Et pour deviner ce son, la personne, tout ce que je vais lui donner, c'est ces petites fiches jaunes-là sur lesquelles il y a 3 représentations du son. Il y a le signal sonore, il y a le spectre et il y a le spectrogramme du son. Alors pour vous, c'est peut-être très facile, mais je vous assure, pour les élèves, c'est pas si facile, puisque vous vous retrouvez avec cette fiche avec 3 représentations et on vous met 5 sons différents que vous pouvez écouter. Et il faut essayer de retrouver lequel on vous a donné. Donc il faut essayer de lire un petit peu ces différents graphes et voir ce qu'il y a dessus. Et en fait, ça marche assez bien parce qu'ils ont des fiches de leur côté pour essayer de s'entraîner. Et c'est un jeu qui marche assez bien, je suis contente de ça. Donc voilà pour le premier espace qui est, on va dire, un peu plus mathématique ou surtout maths physique. Ensuite, on a un espace plus informatique, ça s'appelle Capturer le son.
Donc là, nous, l'objectif, c'était d'essayer de se dire, dans cet espace, on aimerait expliquer un peu comment ça fonctionne, la numérisation du son, puisque je pense qu'on s'est vachement habitué au fait qu'aujourd'hui, le son numérique, ça choque personne. Les élèves, ils sont constamment en train d'envoyer des messages vocaux à leurs copains, à leurs copines. Mais quand on demande comment ça se fait qu'on soit capable de faire ça, c'est quand même une vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une vibration, d'une onde qui est quelque chose de continu, à traduire ça dans un langage qu'un ordinateur va pouvoir comprendre, donc fondamentalement des 0 et des 1. Et évidemment, c'est une question qui est compliquée, mais donc on a réussi à faire une manipulation numérique. Donc c'est une appli que vous voyez sur la gauche là, qui permet de présenter deux des grandes étapes dans la numérisation du son, qui sont l'échantillonnage et la quantification, et où les gens peuvent jouer un petit peu avec l'échantillonnage, jouer avec la quantification, essayer de voir les effets de l'un et de l'autre, et de les comparer, et d'essayer de commencer à comprendre un peu comment on peut numériser le son. Ensuite, on a un stand sur l'histoire. Donc ça, c'est venu du fait qu'en discutant, en faisant des recherches, tout ça, je me suis rendu compte à quel point le développement du son, et que ce soit, et même dans le milieu de la musique, ont été très liés au développement des supports et des choses qui permettaient de transférer, d'envoyer de la musique, d'enregistrer, tous les différents supports. Et donc on a voulu quand même que ça puisse apparaître dans l'expo. Et donc on a fait sous forme de qui suis-je, c'est-à-dire qu'il faut essayer de lire une petite phrase, il faut essayer de retrouver un objet. Donc il y a un vinyle, une cassette, un micro. Il y a des choses un peu plus obscures pour les élèves, donc il y a le format MIDI, donc ça pose beaucoup de questions des élèves, mais c'est bien, ça ouvre une discussion. Il y a aussi un térémine, alors ça c'est aussi beaucoup de questions à chaque fois, mais on a essayé d'équilibrer un peu avec des choses qu'on connaît, il y a un téléphone, il y a un micro, et de mettre en mettant 2-3 qui sont un peu plus inattendus, même déjà par élimination, on a une idée, et en fait les élèves ils viennent, ils disent mais c'est vrai, ça existe vraiment cet objet? Je dis oui. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et un dernier stand sur l'échantillonnage. Donc là, l'idée, c'était de faire un échantillonnage en physique. Donc vous avez compris, on aimait bien les choses physiques et c'était vraiment un défi dans cette expo d'avoir du physique. Donc j'étais très contente de pouvoir mettre ça. Le but, c'est qu'on est en face à face, comme les deux personnes que vous voyez là. Et il y a une personne qui va venir échantillonner un son. Donc là, le son, c'est vraiment juste une courbe qui est dessinée. Et l'échantillonner, c'est juste prendre des mesures à intervalles de temps réguliers. Et la personne qui est de l'autre côté voit juste apparaître des petits points de couleur et doit essayer de retrouver quelle est la courbe en question. Si vous voyez, il y a des petites fiches et on vient les éliminer progressivement pour retrouver la courbe. Donc ça, c'est peut-être celui qui est le plus mathématique. Il y a quand même beaucoup de profs qui sont très contents parce qu'ils nous disent « mais c'est super pour la lecture de coordonnées ». Bon, c'était pas le but, mais ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir quand même. Ensuite, on a un dernier espace où l'objectif, c'était d'essayer de tirer un petit peu des fils, on va dire, d'essayer de montrer que les deux premiers espaces, et l'espace d'introduction aussi, sont peut-être un peu plus fondamentaux. On n'était pas forcément dans des choses de recherche actuelles, puisqu'en fait, il fallait déjà expliquer ce que c'était les choses de base. Et 100 mètres carrés, ça part très très vite. Et on a voulu montrer un petit peu entre guillemets, des applications de tout ça. Donc il y a 4 stands là. Il y a un premier qui sont des interviews de beaucoup de chercheurs et de chercheuses, mais pas uniquement, puisque là, la photo que vous voyez, c'est Malena Fouillou, qui est réalisatrice en informatique musicale. Et parmi les vidéos, il y a Paul, qu'on a filmé, qui est venu se faire filmer à Lyon. Donc ça, évidemment, ça c'est un stand qui plaît beaucoup au grand public. Les élèves, est-ce qu'ils regardent vraiment pendant longtemps une vidéo de quelqu'un qui leur parle? Pas toujours. Okay, même si on essaie de faire un format court, quand à côté, il y a des micros, des jeux, des choses comme ça. Mais par contre, sur le grand public, c'est une question qui ça les intéresse vraiment beaucoup. Ils regardent beaucoup les vidéos. Et les gens sont très étonnés de savoir qu'il y a des gens qui font de la recherche sur des choses en lien avec le son. Donc on l'a pris au sens très large du son. Les gens sont vraiment étonnés que ça existe encore. Donc pour nous, c'était aussi un but, c'était de montrer que la recherche existe sur ce thème-là. Ensuite, on a un stand de modifier le son. Donc là, c'est un peu plus un jeu. On peut s'enregistrer avec un micro et le but, c'est de voir qu'on peut moduler les fréquences. On a un vocodeur aussi. On peut voir comment ça se passe, l'accélération
comment est-ce qu'on fait pour faire une accélération naturelle et juste une accélération toute bête où on se retrouve à faire beaucoup plus aigu. Ça permet un peu de faire une application de différentes choses qu'ils ont vues. Et sur les 2 derniers, que je vais essayer d'expliquer un peu plus, il y en a un qui parle d'intelligence artificielle. Alors, bon, aujourd'hui, c'est un peu difficile de passer à côté de l'IA. Je pense que je ne passe pas une semaine à la MMI sans qu'il y ait un élève qui me parle de ChatGPT. Donc, on s'est aussi attendu de nous de parler d'IA et d'essayer d'apporter un peu des réponses à ça. Donc là, c'est une IA qui est capable de compléter un rythme qu'on lui propose. Donc c'est une appli qu'on a développée, je vais vous montrer une vidéo juste après, mais j'explique juste, c'est une appli qu'on a développée avec des collègues, les collègues de Imaginary. Vous savez peut-être, vous les connaissez peut-être, ils ont déjà fait une expo qui s'appelle Lala Lab, je ne sais pas trop en quelle année c'était, mais qui est maths et musique. Et vous pouvez aller chercher, c'est tout en ligne. Et c'était super de collaborer avec eux. Et je vais essayer de vous montrer. Alors moi, j'ai pas voulu prendre le risque de mettre les vidéos dans le PDF, j'avais trop peur. Donc, c'est à l'ancienne, mais ça marchera très bien. Alors, je ne suis pas vidéaste, d'accord? Donc, vous entendez peut-être... Le bruit qu'on entend, c'est le bruit qui sort du casque. Donc, en fait, si vous voyez... L'idée, c'était de faire une appli très très sobre, très très simple, où sur la gauche, c'est nous, l'humain, on met une entrée. Vous pouvez voir, il y a la grosse pièce, le charlet, etc. Et le but, c'est de venir faire un motif, et on peut venir le compléter avec une IA, ou on peut le faire compléter aléatoirement. Et si vous regardez tous les 2 cycles, en fait, ça réinitialise pour que l'IA... elle repropose quelque chose de nouveau. Et on peut interagir avec tout au long. Et sur la gauche, si vous voyez, il y a 3 modèles de rythme très très basiques qu'on a mis pour que les personnes puissent avoir une idée de ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, c'est très très difficile, si on n'a jamais fait ça, de... Enfin, moi, la première, je n'ai pas du tout fait de musique, donc vraiment, à part mettre des points n'importe où. Et du coup, quand on fait n'importe quoi, l'IA, elle fait n'importe quoi. Et donc, le but, c'était d'avoir quand même des petits éléments de base. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais me remettre là. Et le but avec ça, c'était évidemment, avant tout, de jouer avec le rythme. Donc, pour être honnête, les élèves... Enfin, si vous les laissez faire, juste ils jouent, ils écoutent leur musique. Il y en a plein qui dansent, qui se laissent un petit peu dépasser par le fait qu'ils aiment bien. Et ça les fait rire. Et puis bon, on peut sélectionner des petits carrés, donc on peut faire des petits motifs. C'est forcément source de jeu. Mais encore une fois, on fait des choses qui sont guidées. Donc nous, on est aussi là pour aller les voir, pour aller répondre aux questions ou juste les pousser un peu à s'en poser. Et donc, ça nous permet vraiment de discuter un peu sur d'IA, puisque là, derrière, c'est une IA, c'est juste un réseau de neurones qui a fait de l'apprentissage sur un grand ensemble de musique. Et donc, ça nous permet d'expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner, comment est-ce que ça utilise en entrée leurs motifs qu'ils ont proposés, que l'IA n'a jamais vu, mais elle va réussir à compléter avec le choix le plus... quelque chose qui semble probable, une suite probable. Et ça nous fait un petit peu un parallèle, parce que vous avez vu là, la représentation, elle est très éloignée de la représentation physique. Là, le son, c'est vraiment cette séquence. Et ça permettait aussi de voir un peu différemment. Et ce qui était pas mal, c'était que ça faisait un petit parallèle quand même, que les élèves voient vite avec la langue, avec le français, de dire, en fait, ce rythme, c'est juste une séquence comme des mots dans une phrase, et que ça a certaines... grammaire, sa façon de fonctionner, pour faire un rythme qui est joli, et la même chose avec des mots. Et alors c'est loin d'être ChatGPT ce qu'il y a derrière, mais par contre pour eux, ils le voient très vite, l'idée de on donne quelque chose en entrée et ça poursuit avec quelque chose. Et ça permet aussi de voir que quand on fait un motif régulier qui est connu, l'IA n'a aucun mal à compléter. Et à faire un rythme qui est sympa. Si on fait n'importe quoi, l'IA fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, elle ne va pas soudainement rattraper votre truc horrible. Et si vous mettez quelque chose d'un peu classique, mais avec un tout petit twist, des fois elle fait un truc bien et des fois pas trop. Mais c'est OK aussi, d'accord? Et on comprend un petit peu ça. Et on a mis ce bouton hasard juste parce que c'est quelque chose qui revient quand on parle d'IA, des fois, d'être capable de dire mais pourquoi
Enfin, est-ce que c'est mieux que le hasard? Est-ce que ça fait pas complètement au hasard? Ça, beaucoup d'adultes qui nous disent ça. Donc on s'est dit on va mettre le bouton comme ça, les gens pourront comparer avec faire au hasard. Le hasard c'est toujours nul. Honnêtement, j'imagine que c'est pas impossible qu'un jour ça fasse un truc bien, mais pour l'instant on l'a pas vu. Donc voilà pour vous donner une petite idée de ce stand-là. Et ensuite, on a un deuxième stand qui sont sur les représentations de la musique. Donc là, le but, c'est d'avoir, vous voyez, il y a cette table avec un tout petit piano et avec son équivalent en tonnette. Donc j'imagine qu'ici, tout le monde sait ce que c'est qu'un tonnette. Moreno fait oui de la tête. Mais ça me va très bien. Et donc, le but, c'était un petit peu déjà de parler de musique un petit peu plus explicitement que sur le rythme. Parce qu'honnêtement, sur le rythme, je pense que les gens voient avant tout l'IA plus que le côté musique et rythme, puisqu'aujourd'hui, l'IA a une telle envergure que c'est un peu compliqué de passer à côté. Et là, le but, c'était de faire un jeu. Donc, c'est un jeu, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le jeu du Simon, qui est un jeu de mémoire où on nous demande de répéter progressivement. C'est-à-dire qu'on commence avec une petite séquence, on fait correctement et du coup, on reprend cette séquence avec un petit bout de plus et on fait ça. Donc, on a fait ça avec des mélodies très très simples. Je vais vous montrer. Alors, je me suis rendu compte que c'est pas super parce que c'est rétro-éclairé et quand on filme avec le téléphone, en fait, c'est pas incroyable. Enfin, je trouve que les couleurs, elles ressortent pas trop. Alors, j'ai accéléré la vidéo parce que mon collègue qui a fait ça, il allait pas très très vite. Donc, on choisit la mélodie en premier et là, on choisit l'instrument, donc soit le tonnette, soit le piano. Et je sais pas si on le voit pas trop, mais en fait, les petits boutons, ils s'éclairent et le but, c'est de répéter de le répéter. Bon, là, on est sur une mélodie très simple, hein. En accéléré, je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître, je profite pour boire un peu d'eau. Il y a un moment où il se trompe et on dira que c'est fait exprès. Pour vous montrer que ça devient tout rouge. Mais on ne voit pas trop. Vous arrivez à voir un petit peu les couleurs ou pas? Ah, bon, tant mieux. Ouais. Et là, ça fait un arc-en-ciel qui est super lumineux, mais avec le téléphone, il est très décevant. Donc, le but, c'était de créer un tonnette sans réel. Donc ça, on l'a fait avec un manipeur. Il y a des gens dont c'est le travail de fabriquer ce genre de choses. C'est certainement pas moi qui l'ai fabriqué. C'est des gens qui sont très forts. Vous leur dites ce que vous voulez et ils vous le fabriquent. C'est incroyable. Et donc là, le but, c'était évidemment, avant tout, honnêtement, comme tout à l'heure, le jeu avec les rythmes, avant tout pour beaucoup d'élèves, c'est juste un jeu de mémoire, hein. Enfin, ils s'amusent, ils ont envie de réussir. Ils essaient avec les 3 mélodies, des fois ils changent. Parce que l'idée, c'est qu'on peut choisir entre le tonnette et le piano. Et donc, il y en a qui vont faire une fois avec le tonnette, puis après ils disent je vais essayer avec le piano, etc. Mais ça nous permet quand même d'ouvrir une conversation. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, on en a parlé avec mes collègues un petit peu avant de venir ici, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu un gap entre les élèves qui font ou ont fait de la musique ou en tout cas ont des connaissances musicales et ceux qui n'en ont pas du tout. Parce qu'en fait, dès qu'ils ont fait de la musique, ou grand public, ça marche aussi, les gens, ils ont directement des questions de « mais c'est quoi ça ?» et en fait, ils arrivent à intuiter un petit peu comment c'est construit, à avoir des questions et à voir le parallèle. Et en plus, donc là, il est en mode bloqué, mais on a un petit cheat code pour le déverrouiller, pour pouvoir jouer librement. Donc avec le grand public, on peut leur laisser jouer sur le piano et sur le tonnette. Et donc, ils comprennent vite et ils posent des questions parfois très vite techniques, mais c'est très bien. Mais par contre, pour les gens qui n'ont pas du tout fait de musique, la question c'est mais pourquoi pourquoi vous faites ça? Et c'est toujours un petit peu plus dur, mais on peut, donc quand on joue au piano, ça fait vraiment le son du piano, donc les gens ils peuvent écouter, on peut essayer de faire écouter des notes dissonantes, consonantes, et plutôt avoir une discussion plus générale sur la musique. Il faut que je me dépêche très vite. Je fais juste la toute petite conclusion qui est comment c'est reçu par le public. Donc évidemment, je vais vous dire que c'est très bien reçu. Non, on est très contents, les gens ont l'air de bien aimer, mais je vais essayer de vous donner une petite analyse de pourquoi. Je pense que déjà, c'est parce que ça parle beaucoup l'aspect quotidien aux gens. Les gens, ils aiment, la grande majorité des gens sont concernés par le fait d'entendre et de parler et d'utiliser ça pour communiquer.
Et les élèves, ils ont énormément de questions de culture générale. Je vous assure, dans l'introduction, ça va de comment ça marche le casque anti-bruit et pourquoi il n'y a pas de son dans l'espace. Et la mousse acoustique, c'est quoi? Et il faut être préparé, hein, parce que des fois, ils vous posent des questions, on n'en sait rien du tout. Mais une fois qu'ils sont happés par le sujet, c'est un sujet qui marche bien et du coup, ils rentrent dans le thème. Le fait aussi que ce soit quelque chose qui soit accompagné par des visites guidées, on a aussi créé un expo game qui est un petit peu comme un escape game pour les collégiens. Ça les fait, forcément, ça aide un petit peu d'avoir une présence humaine et d'avoir quelqu'un qui vous guide et qui vous répond à vos questions. Et en dernier, on a fait quand même beaucoup de travail scénographique et des manips qui permet de créer un petit univers et qui permet aussi aux gens de rentrer dedans par l'activité. Et donc juste pour conclure pour de vrai, l'exposition Ça résonne. Si jamais vous passez à Lyon, n'hésitez pas à venir, ça nous ferait très très plaisir. Elle est jusqu'à juin 2027. Peut-être qu'elle viendra à la Maison Poincaré comme nos autres expos, mais en tout cas, je serais ravie de vous y recevoir. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et j'oublie de dire que l'expo vient de remporter les prix d'Alembert de la Société française des mathématiques, ex aequo avec l'île logique. Tout à fait. Si c'est correct. Oui, c'est correct. Donc on est très félicitations. contents. Merci. Voilà. Bien, peut-être quelques questions avant de passer à la table ronde. Oui, j'ai prévenu que j'étais bavarde. Merci pour la présentation. Et du coup, combien de temps ça met à mettre en place une expo comme ça? Je suppose que ça se compte en années, non? Ouais, alors entre le moment où on a la discussion sur le thème de la prochaine expo et le moment où on la reçoit, il se passe entre 1 an et demi et 2 ans. Okay. Et après, moi, quand je fais les expos, je ne suis pas à temps plein sur l'expo, même si ça occupe une grosse partie de mon temps. Mais je pense oui, nous, c'est à peu près 1 an et demi, 2 ans, et je pense qu'on ne pourrait pas le réduire à plus d'1 an, quoi. Ne serait-ce que pour avoir le temps un peu de mûrir les idées, d'avoir du recul et de motiver tout le monde, enfin de tout faire. Mais oui, c'est un travail qui est très très long, oui. Merci. Les réunions préparatoires étaient il y a 2 ans. Hein, ah oui, oui. Des fois, on n'en voit pas le bout. Oui. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Attendez, j'ai oublié la question. Non, c'est bon, je l'ai. Oui, est-ce que vous avez un travail sur donner des pistes pour éventuellement faire des recherches après qu'on soit passé à l'exposition? Est-ce que vous nommez des notions pour que les gens puissent aller faire une recherche sur Wikipédia? Alors, si j'ai bien compris, vous ne nommez pas Fourier, par exemple, mais peut-être d'autres notions. Est-ce que ça vient plutôt dans les discussions avec les médiateurs et médiatrices qui font les visites, etc. Voilà, comment ça se passe? Et peut-être aussi en fonction des publics, selon grand public ou scolaire, et selon les niveaux scolaires. Eh ben, nous, on a plutôt la règle d'être plutôt light, c'est-à-dire qu'on veut vraiment essayer de limiter, pas de formule, pas de théorème, pour avoir quelque chose de light, on va dire, sur cet aspect-là. Il y a quelques notions qui sont des fois écrites explicitement. Alors, par exemple, dans les applis, des fois, c'est un peu caché, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cliqué sur le petit en savoir plus. Donc là, on est sûr que la personne qui a fait ça, elle est à peu près prête à recevoir un bout d'information plus compliqué. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une expo, c'est un cadre où quand on visite, on n'est pas dans une situation de confort, en fait. C'est un lieu qui est bruyant, on est debout, c'est un peu fatigant. Si vous êtes déjà dans une expo, souvent on piétine beaucoup. Et en fait, avoir des informations très denses et très compliquées, ça fait pas forcément... c'est pas la meilleure situation. Et avant tout, on pense les expos pour un public scolaire. Donc on essaie plutôt de soigner quelque chose d'une relation avec les maths que de penser à ceux qui vont faire les recherches plus loin sur Wikipédia. Mais par contre, les médiateurs ou médiatrices qui sont qui sont là, on connaît beaucoup plus de choses et on peut raconter beaucoup plus de choses que ce qui est là. Et après, nous, par exemple sur les réseaux, on a fait un podcast autour de l'expo. On essaie de proposer un petit peu des choses en plus pour que les gens puissent aller chercher. Mais quand quelqu'un est super accroché, on finit par leur donner des fois les mots-clés. Enfin, moi, si quelqu'un vient et me dit « mais c'est quoi mathématiquement ce qu'il y a derrière ?» Des fois, je leur dis « mais est-ce que tu veux le nom
tu veux le gros mot? Et il me dit oui. Je suis là, bon, mais c'est parti. Mais voilà. Mais en fait, comme on est là, les gens, ils osent nous poser des questions. Bien, je propose, on remercie Nina. Merci encore.